Bonjour à toutes et à tous. L'objectif de la séquence d'aujourd'hui est de vous présenter les différents mouvements dont fait l'objet un stock, un préalable nécessaire à l'évaluation des mouvements de stock. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi est-il nécessaire d'évaluer les stocks? Voilà la question à laquelle on va essayer de répondre tout au long de cette séquence. Alors, je rappelle que l'un des objectifs et l'un des principaux objectifs de la comptabilité analytique est le calcul du coût de revient des produits et ou encore services mis en place par l'entreprise. Je rappelle encore une fois qu'un coût, c'est l'ensemble des charges occasionnées par le cycle d'exploitation. Un cycle d'exploitation est tout simplement l'ensemble des étapes nécessaires à la mise en place d'un produit, depuis l'achat de la matière première jusqu'à la livraison du produit fini. Il englobe, dans le cadre d'une entreprise industrielle, trois grandes phases. La phase approvisionnement, la phase production et la dernière phase, la distribution. On a vu dans une séquence précédente que chacune de ces phases donne lieu à un certain nombre de charges. La somme des charges occasionnées donne lieu à ce qu'on appelle un coût. Et par la même occasion, on a calculé un coût d'achat, un coût de production et un coût de distribution. Donc, je rappelle qu'un coût de revient, c'est tout simplement le coût de production auquel on va rajouter le coût de distribution. Sachant bien que un coût de production, c'est un coût composite qui est composé à la fois du coût d'approvisionnement plus les charges occasionnées par la fabrication, c'est-à-dire la transformation des matières premières en produits finis. Alors, jusqu'alors, on a considéré un cycle d'exploitation d'une entreprise qui travaille sur commande, c'est-à-dire que toute la quantité achetée de la matière première va être transformée dans une deuxième phase et puis toute la production fabriquée, elle va être vendue. Alors, ceci est vrai dans le cadre de ce qu'on appelle l'organisation à zéro stock ou ce qu'on appelle le management just in time. Or, souvent, les entreprises sont appelées à constituer une réserve. Alors, dans un premier temps, c'est-à-dire lors de l'achat de la matière première, il est très fréquent qu'une entreprise puisse acheter une quantité extrêmement importante de matières premières. Alors, il est clair qu'une partie de cette quantité va atterrir dans les ateliers pour la production et une autre quantité va atterrir dans le magasin et va constituer ce qu'on appelle un stock de matières premières. Alors, l'existence d'un stock de matières premières va permettre à l'entreprise de faire face aux aléas d'approvisionnement. Les aléas qui sont engendrés par une augmentation soudaine du prix de la matière première de la part du fournisseur, ou encore la pénurie, c'est-à-dire l'inexistence ou la rareté de cette matière première sur le marché, ou carrément faire face à un accroissement de l'activité de l'entreprise, un accroissement temporaire et auquel l'entreprise n'a pas dû faire des prévisions nécessaires. Donc, l'existence d'un stock de matières premières permet à l'entreprise de faire face à l'ensemble de ces dysfonctionnements liés à l'approvisionnement. De même, il est très rare qu'une entreprise puisse écouler sur le marché toute la quantité des produits finis fabriqués. Alors souvent, une certaine quantité des produits finis fabriqués lors de la deuxième phase va atterrir dans les services commerciaux pour la commercialisation et une autre quantité va atterrir dans le magasin et va constituer ce qu'on appelle le stock de produits finis. Alors, l'existence d'un stock de produits finis va permettre à l'entreprise de faire face à un accroissement temporaire ou soudain de la demande de la part de la clientèle. Et donc, ça permet à l'entreprise d'honorer ses engagements vis-à-vis de sa clientèle. Alors, ceci dit, et exception faite des entreprises qui travaillent en juste à temps, les stocks constituent une réalité très présente dans la vie d'une entreprise. Alors, l'existence d'un stock au sein d'une entreprise ne va pas passer sous silence dans le calcul du coût de revient d'un produit. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple le cas des matières premières, il est très rare qu'une entreprise arrive à acheter la matière première au même coût durant la même période. Et quand je dis la période, c'est-à-dire l'exercice comptable dans le sens de l'exercice comptable de la comptabilité analytique. Je rappelle encore une fois que l'exercice comptable au niveau de la comptabilité analytique est tout à fait différent de la notion d'exercice comptable au niveau de la comptabilité générale, puisqu'en fait l'exercice comptable de la comptabilité analytique est souvent mensuel.
Alors j'ai dit en fait, il est très rare qu'une entreprise arrive à acheter la matière première au même coût durant le même exercice comptable. Souvent, l'entreprise va supporter différents coûts durant la même période. Alors cela engendre un problème, c'est celui de la comptabilisation, ou plutôt l'enregistrement des sorties de stock. À quel coût on va évaluer les sorties du stock? Alors de même, au niveau du stock de produits finis, il est très rare qu'une entreprise arrive à supporter le même coût durant le même coût de production durant la même période. Chose qui va engendrer un autre problème, c'est celui de l'évaluation des sorties des produits finis des stocks. Alors cela nous conduit directement vers la nécessité d'évaluer les stocks. Alors c'est ce qu'on va essayer de voir durant cette séquence. Avant cela, on va essayer d'approcher un petit peu cette notion de stock et de voir les éléments qui peuvent constituer un stock au niveau d'une entreprise. Alors, un stock, par définition, c'est l'ensemble des biens qui interviennent dans le cycle d'exploitation d'une entreprise, soit pour être vendus en l'état, soit pour être consommés pour un usage ultérieur. Les éléments qui peuvent faire l'objet d'un stock sont très différents et très disparates. Alors, dans le stock d'une entreprise, on peut trouver différents éléments. Alors, l'un des premiers éléments qu'on peut trouver dans le stock d'une entreprise, surtout une entreprise commerciale, est la marchandise. Alors, les marchandises, c'est tout simplement les éléments qui sont appelés à être achetés et vendus en l'état sans aucune transformation. Le cas d'une entreprise commerciale, il est très illustratif. Une entreprise commerciale va acheter des marchandises, il va essayer de les vendre sans les transformer au sein d'une entreprise. Alors, deuxième élément qui peut faire l'objet d'un stockage au niveau d'une entreprise, c'est celui des matières premières et fournitures. Les matières premières, ce sont des éléments qui sont appelés à être transformés au sein de l'entreprise pour obtenir ce qu'on appelle un produit fini. Par exemple, une entreprise de confection, elle va avoir pour matière première essentiellement le tissu. Le troisième élément qui peut faire l'objet d'un stockage au niveau d'une entreprise est celui des matières consommables. Alors, les matières consommables sont très différentes des matières premières. Alors, les matières premières, ce sont des éléments qu'on va retrouver dans les produits finis, alors que les matières consommables, ce sont des matières qui sont appelés à être consommés au sein d'une entreprise, mais qu'on ne va pas retrouver forcément dans le produit fini d'une entreprise. Je prends comme exemple le cas d'un établissement de formation. Alors, un établissement de formation a pour matière consommable les papiers, la brosse, les marqueurs, les tableaux, etc. Donc, tous les éléments qui permettent un meilleur fonctionnement et un bon fonctionnement de l'entreprise, mais qui n'est pas intégré forcément dans le produit fini de l'entreprise. Alors, quatrième élément qui peut faire l'objet d'un stockage, ce sont les produits intermédiaires. Alors, les produits intermédiaires, ce sont, comme leur nom l'indique, ce sont des produits qui ont subi quelques phases du cycle d'exploitation et plus exactement quelques étapes de la phase production, c'est-à-dire transformation, mais pas toutes les étapes de la fabrication. Donc, il ne s'agit pas d'un produit fini, d'un produit terminé, mais d'un produit intermédiaire, d'un produit au milieu de la phase de production et qui attend quelques étapes de la production pour qu'on puisse obtenir un produit fini. Par exemple, dans le cadre d'une entreprise de fabrication de voitures, vous savez très bien que la fabrication de la voiture passe par plusieurs étapes. Alors, tant qu'on a des pneus, un moteur, mais on n'a pas encore tout le socle nécessaire à la voiture, on va parler d'un produit intermédiaire. Cinquième élément qui peut faire l'objet d'un stockage au niveau d'une entreprise, ce sont les produits finis. Alors, les produits finis, comme leur nom l'indique, ce sont des matières premières qui ont subi des transformations complètes à 100%, c'est-à-dire ils ont subi toutes les étapes de la fabrication et on a obtenu des produits finis qui peuvent être commercialisés. Alors, autre élément qui peut faire l'objet d'un stockage, ce sont les sous-produits. Alors, les sous-produits, ce sont des produits à part entière, mais qu'on obtient de façon accessoire au produit principal pour lequel l'entreprise existe en tant que telle.
Par exemple, dans le cadre de la production de l'huile d'olive, vous savez très bien que le système de pression des olives donne lieu à ce qu'on appelle l'huile d'olive. C'est l'objet principal de l'existence de l'entreprise, c'est notre produit fini. Mais accessoirement, nous avons ce qu'on appelle le marjan. Alors le marjan, c'est un produit accessoire, c'est un sous-produit. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui peut être commercialisé en tant que tel et qu'on obtient forcément par la force des choses, par le cycle de production et de transformation de l'entreprise. Enfin, dernier élément qui peut faire également l'objet d'un stockage, ce sont les produits résiduels. Alors les produits résiduels sont de deux natures. Il y a ce qu'on appelle les déchets et il y a ce qu'on appelle les rebuts. Alors les déchets, c'est une certaine quantité de matières premières qu'on ne retrouve pas forcément dans le produit fini de l'entreprise. Par exemple, dans une entreprise de confection, il est clair que la matière première, c'est le tissu. Alors la découpe qui nous permet d'obtenir notre produit fini, c'est-à-dire notre modèle, pantalon, jupe, veste, etc., va engendrer nécessairement des chutes de tissu. Alors les chutes des tissus, ce sont des déchets. Deuxième élément qui peut être intégré dans ce qu'on appelle les produits résiduels, ce sont les rebuts. Alors les rebuts sont différents des déchets. Pourquoi? Parce que les rebuts, ce sont des produits entiers, terminés, complets, c'est-à-dire des produits finis, mais qui contiennent des défauts de fabrication. Alors on ne peut pas les vendre en tant que tels. Dans ce cas-là, ils vont constituer ce qu'on appelle les produits résiduels au sein de l'entreprise. Alors voilà d'une manière générale l'ensemble des éléments qui peuvent faire l'objet d'un stockage au niveau d'une entreprise. Alors ceci dit, voyons un peu, je dirais, l'évaluation des stocks au niveau de la comptabilité analytique. Alors, j'ai bel et bien expliqué dans l'introduction la raison de l'évaluation des stocks. Alors, il faut savoir que l'évaluation des stocks n'est pas l'apanage uniquement de la comptabilité analytique. Au niveau de la comptabilité générale, vous avez eu l'occasion de voir que même cette comptabilité fait une certaine évaluation des stocks. Sauf que l'évaluation des stocks faite par la comptabilité générale, c'est une évaluation qui donne appel à ce qu'on appelle la notion d'inventaire intermittent. Alors l'inventaire intermittent, c'est une technique qui permet l'évaluation des stocks d'une entreprise au début et à la fin de l'exercice comptable. Alors l'exercice comptable au niveau de la comptabilité générale, vous le savez très bien, il s'agit généralement de l'année. Alors selon cette technique, les achats, si je prends par exemple une entreprise commerciale, les achats effectués durant un exercice comptable sont enregistrés provisoirement dans un compte de charge. Alors ce compte va être débité à la fin de l'exercice comptable à la hauteur de la valeur des éléments vendus. Et on débite un autre compte, c'est celui de la variation des stocks. Par la suite, et lorsque l'entreprise fait appel à un inventaire à la fin de l'exercice comptable, le stock final constaté, il va être reporté dans un compte de l'actif du bilan, de la classe 3, qui s'appelle marchandises ou stock de marchandises. Et donc, cette évaluation qui est faite par la comptabilité générale, comme l'indique la notion comme l'indique la notion de l'inventaire intermittent, c'est une évaluation temporaire et non pas une évaluation permanente. C'est la raison pour laquelle la comptabilité analytique a essayé de faire face et de pallier à cette limite de la comptabilité générale en mettant en place une autre technique qui permet une évaluation continue des éléments stockés et qu'on appelle l'inventaire permanent. Alors, l'inventaire permanent, il permet une évaluation continue durant tout l'exercice comptable, c'est-à-dire une évaluation carrément, je dirais, journalière des éléments qui sont stockés. Et cette évaluation, elle est à la fois physique, à la fois monétaire, ce qui constitue une aide précieuse pour le manager, pour la prise de décision et surtout les décisions opérationnelles, c'est-à-dire les décisions de tous les jours. Alors, ces précisions étant faites, voyons maintenant en quoi consiste l'inventaire permanent. Alors, avant cela, il faut savoir que l'inventaire permanent, il fait appel à des fiches de stock. Des fiches qui vont être différentes selon qu'il s'agit d'une fiche de matière première, fiche de stock de matière première ou encore une fiche de stock de produits finis.
Alors, il faut savoir que un stock d'une entreprise, quelle que soit sa nature, je vais commencer d'abord par le stock de matières premières. Alors, les deux principales opérations auxquelles fait l'objet un stock, c'est généralement une opération d'entrée et une opération de sortie. C'est-à-dire une opération qui va augmenter la quantité et l'avoir des éléments stockés et une opération qui va baisser l'avoir et la valeur des éléments stockés au niveau de l'entreprise. Alors, si je prends le stock de matières premières, la seule opération qui permet une entrée des matières premières dans le stock, c'est une opération d'achat. Pourquoi? Parce que l'entreprise, surtout dans le cas d'une entreprise industrielle, puisqu'on a évoqué le cas d'un stock de matières premières, vous n'êtes pas sans savoir que seules les entreprises industrielles font appel à un stock ou disposent d'un stock de matières premières. Donc la seule opération qui permet et qui autorise une entrée de matières premières en stock, c'est une opération d'achat de matières premières. Alors de même, de l'autre côté, la seule opération qui permet de faire sortir et qui autorise de faire sortir des matières premières du stock, c'est une opération de consommation, c'est-à-dire une utilisation des matières premières par les différents ateliers de l'entreprise. Donc, ceci étant dit, s'il vous plaît, je vais vous demander de retenir ces deux principales opérations, ou plutôt c'est cette terminologie qui est utilisée au niveau des fiches de stock. Donc, une opération d'entrée, lorsqu'il s'agit d'un stock de matières premières, une opération d'entrée signifie automatiquement et nécessairement une opération d'achat. En revanche, une opération de sortie dans une fiche de stock de matières premières signifie automatiquement et nécessairement une opération de consommation. Alors, pour ce qui est d'un stock de produits finis, un stock de produits finis, lui aussi, fait appel à deux principales opérations. Une opération d'entrée et une opération de sortie. Alors maintenant, la terminologie utilisée dans une fiche de stock de produits finis va changer. Alors, la seule opération qui autorise une entrée de produits finis dans un stock de produits finis au sein d'une entreprise, c'est une opération de production. Alors, s'il n'y a pas de production, c'est-à-dire s'il n'y a pas de transformation de matières premières en produits finis, on ne va pas avoir la possibilité de faire rentrer des produits finis dans le stock d'une entreprise industrielle. Alors, de même, la seule opération qui autorise la sortie des produits finis du stock, c'est une opération, automatiquement une opération de vente, c'est-à-dire la mise en place entre les mains du service de distribution des produits finis nécessaires pour assouvir les besoins de la clientèle. Alors, ceci dit, s'il vous plaît, je vais vous demander de retenir cette terminologie. Alors, lorsqu'il s'agit d'une fiche de stock de produits finis, une opération d'entrée va signifier automatiquement une opération de production. Alors, en revanche, le terme sortie va signifier nécessairement et automatiquement une opération de vente. Donc, s'il vous plaît, je vais vous demander de retenir cette terminologie parce que ça va nous aider par la suite à la compréhension de l'élaboration et du montage de ce qu'on appelle les fiches de stock. Alors, ces précisions étant faites, voyons un peu la présentation des fiches de stock. Alors, il faut savoir qu'en comptabilité analytique, il y a deux types de fiches. Il y a le modèle simplifié et il y a le modèle élaboré. Alors, commençons d'abord par la présentation du modèle simplifié. Alors, le modèle simplifié d'une fiche de stock, que ce soit une fiche de stock de matières premières ou encore de produits finis, il repose principalement sur une égalité toute simple. Alors, je m'explique. Alors, on sait très bien que le stock d'une entreprise, il fait appel principalement à deux principaux mouvements. Une opération d'entrée et une opération de sortie. On vient à l'instant même de préciser la notion, ou plutôt la définition des deux notions, que ce soit dans le cadre d'une fiche de stock de matières premières, que ce soit dans le cadre d'une fiche de stock de produits finis. Alors, il faut savoir qu'en sus de ces deux opérations, il y a une troisième, je ne dirais pas opération, mais plutôt notion, c'est la notion du stock initial.
Alors, la notion du stock initial signifie tout simplement le stock au début de la période, le stock au début de l'exercice comptable. Alors, la présentation du modèle simplifié ou la présentation des fiches de stock dans le cadre du modèle simplifié repose sur une égalité comptable très déterminée et très pertinente. Alors, il faut savoir que le stock que l'on va obtenir à la fin de l'exercice comptable, ce qu'on appelle le stock final, est tout simplement la différence entre le stock initial, c'est-à-dire le stock au début de l'exercice, auquel on va rajouter les entrées de la période. C'est normal parce qu'on a dit les entrées, ce sont des opérations qui font augmenter la quantité et l'avoir de l'entreprise en stock. Et on va retrancher les sorties. C'est normal parce que les sorties, ce sont des opérations qui permettent de baisser la quantité et l'avoir des éléments stockés. Donc, la présentation du modèle simplifié, elle repose sur l'égalité suivante. Alors, le stock initial plus les entrées doit nécessairement être égal aux sorties plus le stock final. On ne peut pas avoir, à la fin de l'exercice, plus que le stock initial et les entrées, moins les sorties. Alors, cette égalité, en fait, on va la retrouver au niveau du modèle simplifié. Alors, le modèle simplifié, il se présente sous forme d'un tableau à 6 principales colonnes. Alors, dans une première colonne, nous avons les éléments, c'est-à-dire le stock initial et les entrées d'un côté. Alors, bien sûr, comme je l'ai rappelé dans une séquence précédente, la comptabilité analytique nous permet de présenter les informations à la fois de type monétaire, à la fois les informations physiques. Donc, on va retrouver cet avantage au niveau des différentes fiches de stock. Alors, nous avons la quantité, le prix unitaire et le montant total. Alors, je rappelle que le montant total, c'est tout simplement égal à la quantité multipliée par le coût unitaire. De l'autre côté, alors le deuxième bloc du modèle simplifié, on va retrouver les mêmes éléments. C'est-à-dire, la première rubrique, la première colonne, elle est réservée aux éléments, c'est-à-dire les opérations de sortie et stock final. Et bien sûr, on va retrouver la quantité, le coût unitaire et le montant total. Alors, comme je viens de le préciser, on va retrouver la première partie de l'équation, le stock initial et les entrées. Et de l'autre côté, dans la partie droite du tableau, on va retrouver les sorties de la période et le stock final, c'est-à-dire le stock qui reste à la fin de l'exercice comptable. Alors, je rappelle qu'il doit y avoir égalité, c'est-à-dire qu'il faut y avoir une égalité dans la quantité du stock initial plus la quantité des entrées. Donc, le X ici, ça renvoie au stock initial plus les entrées. Alors, je dois retrouver la même quantité au niveau de la partie droite du tableau, c'est-à-dire la quantité des sorties plus la quantité du stock final doit être également égale. Donc, nous avons le même montant dans les deux colonnes. Alors, de même, on va retrouver l'équation, on doit respecter l'égalité de l'équation au niveau des valeurs. Donc, le montant, ou plutôt la valeur du stock initial plus la valeur des entrées, alors ici j'ai pris un Y, doit être en principe égal à la valeur des sorties plus le stock final. Donc, nous avons un Y qui désigne l'égalité qu'il faut y avoir dans la troisième colonne concernant, je dirais, les valeurs. Alors, deuxième modèle de présentation des fiches de stock, c'est ce qu'on appelle le modèle élaboré ou le modèle développé. Alors, le modèle développé, il permet d'avoir plus d'informations que le modèle simplifié. Alors, il se présente lui aussi sous forme d'un tableau, mais d'un tableau sous 5 principales colonnes. Alors, dans la première colonne, nous avons la date de l'opération, chose qu'on ne retrouve pas dans le modèle simplifié. On va voir que dans le modèle simplifié, la date de l'opération, généralement, n'a pas beaucoup d'importance, alors que dans le modèle élaboré, la date joue un rôle extrêmement important. Alors, la deuxième colonne, elle est réservée au libellé de l'opération. En quoi ça consiste? Est-ce que c'est une opération d'entrée? Est-ce que c'est une opération de sortie? Est-ce qu'il s'agit d'un stock initial? Est-ce qu'il s'agit d'autres éléments? Alors, la troisième colonne, elle va être réservée uniquement aux entrées de la période. Et là, on va retrouver l'information complète sur toutes les entrées de la période, la quantité, le coût unitaire et le montant total. La quatrième colonne va être réservée uniquement aux sorties.
Et là, on va retrouver également toute l'information concernant les sorties de la période, la quantité, le coût unitaire et le montant total. Et puis, la dernière colonne va être réservée au solde, ou ce qu'on appelle le stock. Alors là, encore une fois, nous avons des informations complètes, la quantité, le coût unitaire et le montant total de ces stocks. Donc voilà, je dirais, pour ce qui est de la présentation du modèle élaboré. Alors, ces précisions étant faites, concernant la présentation des différentes fiches de stock et les différents modèles de présentation des stocks, on va passer maintenant en revue les différentes méthodes d'évaluation et de valorisation des mouvements de stock. Alors, comme je l'ai rappelé au niveau de l'introduction, les deux principales opérations dont fait l'objet un stock, c'est une opération soit d'entrée, soit une opération de sortie. Alors, on va commencer d'abord par les opérations d'entrée, les opérations qui permettent d'augmenter les stocks. Alors, on sait très bien qu'un stock d'une entreprise, qu'il soit un stock de matières premières ou encore des produits finis, il peut être augmenté ou il peut y avoir entrée que s'il y a deux types d'opérations. Alors, lorsqu'il s'agit d'un stock de matières premières, la seule opération qui permet de faire entrer des matières premières en stock, c'est une opération d'achat. Alors que lorsqu'il s'agit d'un stock de produits finis, la seule opération qui permet de faire entrer des produits finis en stock, c'est l'opération de production. Donc là, nous avons les deux opérations, ce sont des opérations d'entrée. Alors, on sait très bien que, et d'ailleurs c'est ce qu'on a vu dans une séquence précédente et un chapitre précédent, réservé à l'enchaînement des coûts en comptabilité analytique, on sait très bien que l'opération d'achat est une opération qui engendre des frais. La somme des frais a donné lieu à ce qu'on appelle le coût d'achat. Donc, l'enregistrement des entrées ou l'enregistrement d'une opération d'entrée lorsqu'il s'agit d'une entrée de matière première, il est toujours comptabilisé à son coût d'achat. Parce que c'est le seul coût que l'entreprise va supporter juste avant l'opération de stockage. Alors de même, lorsqu'il s'agit en fait d'une opération de production, alors, on sait très bien que l'opération de production, ou plutôt la phase production, engendre un ensemble de charges. Alors, ces charges-là, ou l'ensemble, ou la totalité de ces charges-là, on l'a appelé le coût de production. Un coût de production, il est égal, je le rappelle encore une fois, au coût d'achat auquel on va rajouter les charges relatives à la production, les charges qui sont inhérentes à la main-d'œuvre et à la machine, à l'utilisation des machines. Alors, lorsqu'il s'agit d'une opération d'entrée en stock, dans le cadre d'une fiche de stock de produits finis, on va comptabiliser l'entrée des produits finis en stock avec leur coût de production. Alors, ceci dit, je vais s'il vous plaît vous demander de retenir ces deux éléments. Alors, lorsqu'il s'agit d'une opération d'entrée, l'évaluation, elle est facile, ou plutôt la comptabilisation des entrées en stock, il est facile. Lorsqu'il s'agit d'une fiche de stock de matières premières, l'entrée, elle est enregistrée à son coût d'achat. Lorsqu'il s'agit d'une fiche de stock de produits finis, l'opération d'entrée est enregistrée à son coût de production. Je vous remercie pour votre attention.